La néostigmine, un nom un peu complexe, c'est vrai, pour un médicament pourtant essentiel qui agit pile à la jonction entre nos nerfs et nos muscles. On va décortiquer ensemble ses applications qui sont critiques et bien sûr, toutes les précautions que son utilisation impose. Alors pour bien commencer, il faut situer la néostigmine. C'est ce qu'on appelle un parasympathicomimétique. Bon, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle limite l'action de notre système nerveux quand il est en mode détente, repos. C'est lui qui gère la digestion, qui ralentit le cœur, et c'est justement cette capacité à stimuler ce système qui est la clé de tous ses effets. Voici la feuille de route pour notre analyse. On va commencer par le mécanisme, comment ça marche concrètement. Puis on verra ses applications, les risques qu'il faut connaître, le protocole d'administration, et on terminera avec les points essentiels à retenir pour une utilisation en toute sécurité. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Comment la néostigmine agit-elle précisément au niveau chimique dans notre corps? Ce schéma, il est parfait pour comprendre. Imaginez, tout commence avec un signal nerveux. Pour que ce signal passe, le corps libère une sorte de messager chimique, l'acétylcholine. Normalement, une enzyme vient très vite nettoyer cette acétylcholine pour stopper le signal. Eh bien, c'est là, précisément, que la néostigmine entre en jeu. Elle bloque cette enzyme de nettoyage. Résultat, l'acétylcholine reste là, plus longtemps et en plus grande quantité. Du coup, le signal nerveux est comme boosté. Il est plus fort, plus durable. C'est aussi simple que ça. Mais cette action, elle ne dure pas éternellement, loin de là. Sa demi-vie, c'est-à-dire le temps que met le corps pour en éliminer la moitié, est de 51 à 91 minutes. C'est relativement court. Et cliniquement, c'est un énorme avantage. Ça permet d'avoir un contrôle très fin et réversible de ses effets. Par contre, ça implique aussi qu'il faudra peut-être l'administrer de façon répétée selon les situations. Bon, maintenant qu'on a compris le comment, passons au pourquoi. Concrètement, dans quelle situation médicale a-t-on besoin d'amplifier ce fameux signal nerveux? Son champ d'action est très précis en fait. On l'utilise pour réveiller les muscles lisses, par exemple pour relancer un intestin un peu paresseux après une opération ou pour traiter une rétention urinaire. C'est aussi un médicament crucial dans la gestion de la myasthénie grave, une maladie qui provoque une grande faiblesse musculaire. Et enfin, on s'en sert pour inverser les effets de certains anesthésiants qui paralysent les muscles. Forcément, un médicament aussi puissant n'est jamais anodin. Connaître son profil de sécurité, c'est donc absolument fondamental. Il y a des cas très clairs où il ne faut surtout pas l'utiliser. C'est assez logique, si le médicament stimule, on va éviter de l'utiliser là où il y a déjà un blocage mécanique, que ce soit au niveau intestinal ou urinaire, ça ne ferait qu'aggraver les choses. Et ça, c'est la règle d'or. Ce n'est pas négociable. L'atropine, c'est l'antidote de la néostigmine. Il faut toujours l'avoir à disposition immédiate. C'est le filet de sécurité indispensable si jamais les choses tournent mal. Les effets indésirables, en fait, ils viennent tous d'une surstimulation. Ils se classent en deux grandes familles. D'un côté, les effets muscariniques, ça touche les organes, les glandes. Pensez nausées, salivation excessive. La bonne nouvelle, c'est que cela, l'atropine peut les contrer. De l'autre côté, on a les effets nicotiniques, qui concernent directement les muscles, crampes, petites contractions, voire une faiblesse. Tout ça nous amène à la partie très pratique, comment on l'administre correctement et surtout comment on réagit en cas de problème. Le dosage, c'est vraiment une affaire de haute précision. Ce qu'on voit tout de suite dans ce tableau, c'est que la dose varie énormément selon l'indication. Par exemple, pour traiter une atonie, on utilise le double de la dose de prévention. Et la voie d'administration compte aussi, sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse, chaque cas est différent. Et si, malgré tout, un surdosage survient, le plan d'action est très clair. Étape numéro 1, de l'atropine en intraveineuse, pour un effet immédiat sur les symptômes les plus graves. Ensuite, on prend le relais avec des injections intramusculaires pour maintenir l'effet de l'antidote. Et bien sûr, en parallèle, on assure un soutien vital complet qui peut aller jusqu'à l'assistance respiratoire si nécessaire. On termine avec quelques points très concrets sur la manipulation et la conservation. C'est la base pour garantir à la fois la sécurité du patient et l'efficacité du produit. Pour l'entreposage, c'est simple mais c'est crucial. Le médicament doit être gardé à température ambiante et surtout bien à l'abri de la lumière. Et l'œil est le premier contrôle. Si la solution n'est pas parfaitement limpide, on ne l'utilise pas. Et ce chiffre, 28 jours, il est vraiment à retenir. Pour les fioles multidoses, une fois qu'on a piqué dedans une première fois, le compte à rebours est lancé. Au bout de 28 jours, on jette ce qui reste. C'est une mesure de sécurité essentielle pour garantir la stérilité et la stabilité du produit. Au final, toute l'utilisation de ce médicament repose sur une question centrale. Comment trouver, au quotidien, le juste équilibre? Comment maximiser les énormes bénéfices de la néostigmine, tout en gardant toujours une longueur d'avance sur le risque, bien réel, de provoquer une crise toxique? C'est tout l'enjeu de la pratique clinique.